Voilà. Donc, en fait, un peu le but d'aujourd'hui, c'était de vous proposer des exercices qu'on peut à la fois faire en solo et avec un partenaire, si vous avez un partenaire avec vous, mais dans le thème du truc conscient. Donc, voilà un peu le déroulé. Et le grand thème, en fait, c'était, ça porte sur la structure, déjà, du corps dans le Trishu, et ensuite, on verra aussi quelques applications martiales. Donc, c'est pour celles ou ceux qui ont assisté à l'atelier de Fadila ce matin, c'est complémentaire, je pense, parce qu'on est dans la même lignée, mais avec un éclairage un peu différent, peut-être. Donc, on va, je pense, passer les échauffements habituels du corps, vu que le temps est assez restreint. Et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. L'exercice de base qui va nous servir, c'est le Tushu codifié à une main, à pas fixe. Donc, probablement, vous connaissez cet exercice. Donc, je rappelle, quand on commence cet exercice, on est pieds joints, on ouvre le pied gauche, par exemple, à 45 degrés, on fait un pas en avant, on met la main gauche sur le flanc, plutôt que de la laisser passive. Donc, on l'accroche sur le flanc, et l'autre main va nous permettre ici de faire ces cercles, des cercles ici dans le plan horizontal. Donc, dans le plan horizontal, il y a aussi d'autres Twishu qu'on peut faire dans un plan vertical. Mais là, on va se concentrer sur celui-ci, plan horizontal. Donc là, je démontre en solo, dans le vide. Donc l'idée, c'est qu'on va venir avancer pour pousser avec la paume vers le centre du partenaire. Le cercle va se prolonger. On va maintenant absorber, c'est-à-dire amener vers soi la main du partenaire qui fait pression sur notre bras. On va ensuite dévier sa poussée et revenir en cercle vers son centre. Donc, si je me mets dans cet axe, ici, je presse vers son centre, j'absorbe, je dévie sa poussée, je la renvoie. Donc la main fait un cercle horizontal. En fait, ce n'est pas tout à fait la main, c'est en réalité le ventre qui fait un cercle horizontal, parallèle au sol. Et donc, c'est en partant de cet exercice que je voulais insister sur certains points. Chaque école peut avoir des différences. Donc, pour nous, ce qui est important, ça va être l'accent qu'on met sur ce qu'on appelle le croix en chinois, c'est-à-dire la zone du pli de l'aine, la zone du pli inguinal ici, qui est donc entre le ventre et la cuisse. On va devoir bien relâcher le croix durant cet exercice. Donc, notamment, ce qui est important, c'est quand on vient accueillir ici, absorber la poussée du partenaire. Je vais peut-être faire appel à Ouija pour matérialiser un peu cet exercice plus facilement, avant de donner ces explications sur les zen. Et donc voilà, on part au départ pour trouver la bonne distance, on tend le poing, on ouvre le pied gauche et chacun fait un pas en avant. Et on pose les pieds assez proches l'un de l'autre. Donc, pas trop éloignés, pas collés non plus, mais assez proches. Et donc, en fait, chacun va faire comme ça un cercle où on alterne ici, je pousse vers son centre, elle dévie ma poussée, et en fait, ensuite, elle pousse vers moi. Moi, j'accueille, je dévie à mon tour, et je renvoie. Et tout ça se fait de façon très continue, fluide, avec le moins de force possible. Le but, c'est d'écouter la force de l'adversaire. Donc, il ne faut pas que le contact soit trop rigide, mais vraiment très fin,
pour avoir une bonne écoute sensorielle. Voilà. Et donc, ce qui est important au niveau du pli de laine, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est le moment où elle vient pousser sur moi. Peut-être la chose naturelle qu'on risque de faire, c'est de venir ici absorber en reculant les épaules. Donc, si elle pousse sur moi, je vais essayer ici d'absorber en reculant les épaules. Mais là, on voit qu'on met en péril sa structure. Si elle pousse vraiment, bien sûr, je pourrais peut-être m'en sortir, mais je me mets dans une situation assez périlleuse. Ma structure est compromise. Pour éviter ça, je vais devoir absorber en vidant l'aine et essayer de garder mon corps droit. Pas en reculant les épaules elles restent au-dessus de mes hanches, mais en m'asseyant dans l'aine avant. Donc là, j'absorbe, mais j'absorbe sans reculer mes épaules. Je ne vais pas jouer sur l'élasticité de ma colonne ici, mais sur le relâchement de l'aine. Voilà. Donc je garde cette structure. Ça, c'est une première chose importante. Ensuite, au niveau de la poitrine, on a aussi une consigne importante, c'est le principe qu'on appelle hanxiong en chinois, c'est-à-dire de vider la poitrine. C'est-à-dire que si elle fait pression sur ma poitrine, je ne vais pas avoir ma poitrine qui sort, je vais relâcher ma poitrine. Pas au point, cependant, d'arrondir mon dos et de présenter mon visage à l'adversaire. Simplement, ici, je relâche la poitrine. Je me mets un tout petit peu dans cet axe-là pour mieux voir. Ici, voilà, ce petit relâchement détend la poitrine et va même me permettre, si elle pousse fort, d'abord je détends et je redirige sa poussée en tournant ma taille. Là, j'ai déjà fait un travail important. J'ai plus qu'à prolonger ça avec ma main pour obtenir une déviation. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la déviation, elle ne s'obtient pas en poussant son bras comme ça violemment, mais d'abord en relâchant, en tournant la taille. Et là, j'ai déjà fait tout le travail. Je n'ai plus qu'à prolonger avec mon bras pour obtenir la transformation que je cherche. Donc ça, c'est vraiment important. Travail de l'aine en restant bien assis, sans reculer ses épaules, et détente ici de la poitrine. Donc si je le fais en solo, ici, je vais faire attention à ce que mon corps reste droit, attention à ce que ma poitrine soit contenante, hanxiong, donc ni sortie comme ça, ni avachie et arrondie, juste comme si je faisais un soupir. Et donc en solo, j'applique ces consignes. Voilà. Et donc avec un partenaire, je vais ensuite expliquer, je vais donner des détails supplémentaires. Mais donc, on applique ces consignes à deux. Ici, on détend bien quand on est dans la phase d'absorption. Et on pense aussi à vider la poitrine. Donc, un exercice que vous pouvez faire à deux, c'est justement celui que j'ai montré tout à l'heure. C'est pédagogique.
C'est-à-dire que jamais, normalement, je vais laisser le partenaire poser sa main sur moi. On est bien d'accord. Normalement, j'ai ma main qui protège. Mais là, c'est pédagogique, c'est pour nous apprendre justement à faire ce travail de relâchement de la poitrine. Donc, j'accepte sa poussée. Au départ, je sors un peu ma poitrine et je vais voir comment je peux lâcher. Juste lâcher sans arrondir mon dos. Ensuite, je peux voir comment je peux tourner ma taille. Là, sa paume, elle est sur le point de glisser. J'ai juste à la prolonger un peu et ça part. Donc, voilà, vous faites cet exercice-là. Vous acceptez la poussée. Donc, il faut qu'elle pousse suffisamment pour que je puisse travailler. Si elle ne pousse pas assez fort, ça ne va pas marcher. Il faut aussi doser. Il faut aussi qu'elle dose sa poussée. Si elle pousse trop fort, je ne vais pas non plus pouvoir correctement travailler. Donc, c'est un compromis à trouver. Je relâche de la poitrine, je tourne la taille, et sa main a déjà glissé. Je pourrais, avec mon bras, prolonger si vraiment je veux entraîner une projection, par exemple, qui amenée au sol. Même chose, ce que je peux faire maintenant, c'est je mets mon bras sur mon ventre. Donc là encore, c'est pédagogique, jamais normalement j'accepterais d'être dans cette situation-là, mais pousse mon ventre. Et je vais, pareil, tourner ma taille. Donc, si je veux dévier avec mon bras et forcer, voilà, je vais peut-être y arriver parce que je suis plus fort qu'elle, mais ce n'est pas la méthode à utiliser. Ce que je veux faire, c'est utiliser ma taille. Et là encore, je pourrais juste prolonger pour obtenir la déviation. Donc, elle pousse suffisamment sur moi, mon ventre est plein, et je vais tourner ma taille. À un moment donné, quand la poussée devient trop dure, donc elle pousse sur moi, vas-y, pousse, encore, pousse. Et là, voilà, je pourrais ensuite juste prolonger un peu en tirant, mais sa déstabilisation n'a pas été obtenue par la force de mon bras, mais par l'action de mon relâchement ici et de la redirection que j'opère en tournant ma taille. Donc ça, c'est important. Vous pouvez travailler cet exercice-là à deux. Peut-être pas aujourd'hui, je n'avais pas de partenaire, mais c'est un très bon exercice pédagogique. Encore une fois, bien sûr, normalement, j'ai ma main ici en prendre qui empêche que je me retrouve dans cette situation-là. Mais c'est intéressant de le faire comme ça pour apprendre à utiliser sa taille plutôt que d'apprendre à forcer avec son bras. L'autre point important, c'est maintenant, si on s'intéresse au bas du corps. On a compris ce qui se passe sur la poitrine et sur le ventre. Maintenant, au bas du corps. Il faut impérativement que, en revanche, le bas de mes jambes reste fixe, ne soit pas affecté par cette rotation. Si, en même temps que je tourne ma taille, j'ouvre ma jambe, tout mon corps tourne dans le même sens, en fait, si je me recule un peu, si j'ouvre en même temps ma jambe, le bord interne de mon pied décroche, et en fait, je pourrais très bien moi-même tomber, être entraîné par l'élan, au moment où je redirige ma partenaire. Donc, il faut, à l'inverse, que ma jambe, ici, soit solide. Elle fasse barrage. Il y a une force de fermeture qui va dans cette direction, pendant que moi, je tire et je varie ma taille dans l'autre direction. Donc ça, c'est très important. Le genou est fixe, non seulement il est fixe, mais il fait barrage. Je pourrais même m'en servir pour percuter l'entrejambe de l'adversaire du partenaire. Je vais montrer maintenant avec Oitia, ceci. Donc là, on est dans une situation où en fait, le bas du corps, les jambes vont aussi être en contact. Toutes les choses, ce n'est pas simplement les mains qui se touchent. Mais en réalité, nos deux jambes sont en contact et je vais pouvoir même faire pression et elle aussi faire pression sur ma jambe. Donc si je ne suis pas assez vigilant et qu'elle pousse ma jambe, vas-y, pousse, je
va être déracinée. Elle aura attaqué ma jambe, ma structure. Donc, à l'inverse, moi, c'est pareil, hein, je pourrais faire la même chose. Donc, ce qui va se passer, ce que j'expliquais, c'est que en même temps que je tourne ma taille, si je veux tirer ici, je vais avec ma jambe faire une action opposée. On peut peut-être essayer sur un angle un peu différent. Voilà, ici, on voit bien que non seulement c'est un travail, bien sûr, ici de redirection, mais en même temps, ma jambe ici, elle fait barrage dans la direction opposée. Je pousse ici avec ma jambe et avec mon bras, je tiens. Si je ne fais pas ça et que ma jambe s'ouvre en même temps, alors je vais être moi-même entraîné quand je fais le LU. Donc c'est vraiment impératif de bien comprendre l'action de fermeture de cette jambe. Là. Et je ferme ma jambe. Ici, je ferme ma jambe en même temps que je dévie. Donc quand on a compris tout ça, la ransion, la taille, le rôle du croix et la jambe, on peut mettre tout ça en place dans la routine. La routine des cercles horizontaux. À un moment donné, je vais tirer et faire barrage avec ma jambe. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est quand faire ça. À quel moment? Si je le fais trop tôt quand je suis ici et que je tire vers moi, qu'est-ce qui va se passer? Elle n'a juste qu'à avancer et voilà, à entrer et appliquer un cra, une frappe de l'épaule. Hein, si je la tire vers moi, ici, en fait, elle avance vers moi et elle me percute. Si à l'inverse, je le fais trop tard, je le fais ici, par exemple, je ne suis pas dans une position optimale, je n'ai pas l'angle optimal pour la tirer. Donc, en fait, l'angle optimal, c'est une question de polygone de sustentation hein, par rapport à la ligne de ses pieds. Si elle est alignée de cette façon, toi peut-être, vas-y, regarde les jambes. Voilà. Si je la pousse dans ce sens, elle est forte, bien sûr. Même chose ici, où si je la tire, c'est pareil. Si en revanche, bien sûr, je fais juste une toute petite poussée ici, elle est très faible, de par l'angle. Et donc, c'est ça que je cherche quand je fais cette application. Là, ici, c'est le bon angle, le bon timing pour pouvoir appliquer la technique. À la fois, elle est faible dans sa structure, et en même temps, je ne me mets pas en danger, je ne l'amène pas vers moi. Et donc, cet exercice, vous pouvez le faire dans différentes étapes. C'est-à-dire qu'au départ, vous faites simplement les cercles horizontaux sans faire cette application martiale. Donc là, tu vois, tu dois bien relâcher l'aine voilà, pour être droite et pas les épaules qui partent en arrière. De temps en temps, ce que je vais faire, c'est juste ici, matérialiser une petite saisie. Mais je ne tire pas encore. Je dis que je pourrais, je fais une petite saisie, mais je relâche tout de suite et on continue les cercles. Là, de temps en temps, une petite saisie, mais je ne place pas le LU. Et ensuite, quand j'ai compris quel est le bon timing, là, je vais essayer de faire le LU en faisant barrage avec ma jambe. Donc, c'est ça un peu la progression de cet exercice. D'abord, par l'application martiale, vous enchaînez les cercles horizontaux. Ensuite, de temps en temps, avec vraiment entre le pouce et l'index, je matérialise la petite saisie de son poignet, mais ensuite je prolonge le cercle. C'est juste pour voir quand je trouve le bon timing, le bon angle. Là, et je prolonge mon cercle. Et ensuite, je peux vraiment faire le LU, envoyer sur le côté,
en n'oubliant pas de faire barrage avec cette jambe. Là, deux forces opposées. C'est un principe très important. En tout cas, en style chain, on parle souvent de ça, le toela, c'est-à-dire tirer dans des directions opposées. Si je tire à droite, mais j'ai une force qui va à gauche. C'est un principe très important. Donc, bien sûr, si vous avez des questions sur tout ça, on aura à la fin 15 minutes pour y répondre. Voilà un peu les choses importantes pour cet exercice-là. On peut voir ensuite une autre application martiale sur ce même exercice. Au lieu de faire le lu, je vais encore demander à Olivia de venir. Donc, une autre application martiale intéressante, très fréquente, c'est que ici, au lieu de tirer, ce que je vais chercher à faire en fait, c'est ouvrir son flanc. Mon but, ça ne va pas être de la tirer et de la projeter, mais juste, quand vous tirez son bras un peu, vous l'écartez sur le côté, qu'est-ce qui se passe? Vous ouvrez son flanc. D'accord? Quand son flanc est ouvert, je peux ensuite me rapprocher et venir frapper avec la poitrine. C'est la technique cramp. Mais ce qui est important, c'est cette phase de préparation, d'ouverture du flanc. Si je ne fais pas ça, par exemple, je n'ai pas suffisamment tiré et que je rentre en corps, c'est elle-même qui va pouvoir me percuter. Ça va être un choc frontal. Donc, au lieu de ça, d'abord, je dégage son flanc. Donc, je tire suffisamment son bras vers l'extérieur. Son flanc est bien ouvert. Et ensuite, je vais venir avancer ma jambe avant. Je m'abaisse et je vais rentrer en frappant et je rapproche ma jambe arrière. Quand on fait le crawl, on ne reste pas dans un grand écart, mais on vient ensuite rapprocher sa jambe arrière. On va montrer sur un autre angle. Donc, toujours, au lieu de faire le lu, je ne vais pas au bout de mon lu. Ce que je cherche, c'est simplement ouvrir son flanc. Et quand il est bien ouvert, je vais avancer ma jambe. Je vais passer en dessous, c'est-à-dire je vais m'asseoir. Et ensuite, je vais avancer et frapper et rapprocher ma jambe. Donc, vous avez vu, j'ai dit qu'il fallait passer en dessous. C'est-à-dire que mon but ici, ça ne va pas être de venir frapper à l'horizontale, mais si je veux la déraciner, je dois m'asseoir, passer sous son centre. Là, elle est plus petite que moi, mais il faut vraiment que je m'assieds beaucoup. Mais une fois que je suis plus bas qu'elle, je vais pouvoir ensuite frapper et dans une force qui va remonter. Une force une force ascendante, un peu oblique, qui va donc provoquer son déracinement. Et donc, pour faire ça, il faut vraiment, 1, je tire, j'ouvre son flanc. 2, j'avance ma jambe pour la gêner déjà. Je rentre dans son entrejambe, dans sa structure. 3, je m'abaisse. 4, je viens heurter, je pousse avec tout mon corps, heurter et je n'oublie pas de rapprocher ma jambe arrière. Je ne la laisse pas traîner, mais vraiment, en même temps, je frappe tout d'un bloc avec la poitrine et je rapproche ma jambe arrière pour frapper. Donc ça, c'est une application assez typique aussi du style chain où on utilise beaucoup les percussions avec la poitrine. Donc, je peux remontrer dans le guide. Vous pouvez très bien travailler cet exercice seul. Donc, on fait des cercles horizontaux. On a vu une première application qui consistait à faire un lu, mais pour vraiment dans le but de jeter la personne dans cette direction. Maintenant, cette application, c'est juste, j'écarte pour ouvrir le flanc,
j'avance, je passe dessous, je viens ensuite heurter avec mon épaule. Mettre dans cet axe. Donc, je fais mes cercles. J'écarte. J'avance. Vous voyez mon poids, il est encore sur ma jambe arrière. Je passe dessous et comme mon poids est sur la jambe arrière, je vais pouvoir pousser avec cette jambe. Pousser. Et donc, du coup, tout mon corps, d'un bloc, va venir frapper avec cette zone de l'intérieur de l'épaule. Donc, c'est important, quand vous avancez la jambe ici, la jambe avant, j'ai juste avancé ma jambe pour pénétrer dans sa structure. Mais vous voyez, je ne l'ai pas transféré ma jambe à ce stade. Ma jambe, le poids, il est encore sur l'arrière. Et cette jambe-là va agir comme un ressort. Je vais pousser dedans pour envoyer la technique de crâne. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Je vais remontrer encore la technique en réexpliquant, en remontrant ce que je viens de dire. Donc, j'ouvre son flanc. 1, 2, je pénètre loin dans sa structure, mais mon poids il est encore sur l'arrière. Je m'abaisse, mon poids est toujours sur l'arrière. Je vais maintenant pousser dans le sol et venir frapper ses côtes. Alors attention, si vous travaillez avec un partenaire, parce que c'est une zone assez sensible, assez fragile, et vous devez vraiment doser, voire même porter des protections, et doser cette technique. Là. Alors, ce qui est important, souvent, pourquoi certains n'arrivent pas à placer cette technique, c'est parce que vous n'allez pas assez loin quand vous avancez la jambe avant. Si je n'avance pas suffisamment ma jambe avant et que je veux frapper, je me retrouve, je vais manquer de force d'alignement, dans mon alignement. Là, si tout de suite j'essaie de faire mon croc, je me penche en avant, mais je n'ai pas de force possible. Ce que je veux, c'est vraiment venir au contact, au corps à corps. C'est aussi quelque chose qu'on cherche souvent à faire en tai chi et notamment en style chat. Donc, je dois pour ça envoyer loin ma jambe. Vous voyez, elle est près de sa jambe d'appui derrière. Du coup, là, je vais vraiment pouvoir la déraciner énormément. Donc, ça, c'est un travail pas forcément facile au départ, de vraiment envoyer la jambe loin devant pour pouvoir transférer. Le but, c'est vraiment, encore une fois, de venir au corps à corps, d'attaquer pas seulement le haut du corps, mais de venir ébranler sa base, en fait, ses jambes. Et pour ça, il faut venir au contact. Il faut vraiment venir au contact. Sinon, vous n'allez pas être dans une position optimale. La technique ne va pas bien fonctionner. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, si on résume un peu, là, on était à pas fixe. Donc, si on résume un peu ce qu'on a vu, on a vu l'importance de Hanxiong, relâcher la poitrine, l'importance de vider l'aine quand on absorbe notamment, et pas avoir l'aine ouverte, les épaules qui reculent. Ça, on ne peut pas ça parce qu'on met en péril sa structure. Donc, on absorbe en vidant l'aine, relâchant la poitrine. Ensuite, on a vu qu'on doit tourner la taille, donc le dantian, tourner la taille sans ouvrir la jambe.
de façon à bien faire barrage. D'accord? Donc ça, c'est les consignes qui sont communes aux techniques qui suivent. Une fois qu'on a répondu satisfait à ces consignes, on peut placer des techniques. Mais il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Donc, on a vu ensuite deux applications. Un LU, que je dois faire dans la bonne direction au bon moment. Et ensuite, on a vu qu'on pouvait, au lieu de faire le LU, ouvrir le flanc, avancer sa jambe et venir frapper avec la poitrine. Ça, vous pouvez le faire en solo. Cette technique, la répéter souvent. Pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est partir de cette posture-là. Donc, un pas vide, suppos. Donc, le pas vide, j'ai tout mon poids quasiment sur la jambe arrière. La jambe avant, elle est très légère, mais bon, je pousse quand même dans le sol avec. Mais voilà, je pourrais la lever. C'est le pas vide. Mes jambes sont assez proches. Et je pars avec cette posture que des mains que j'ai montré tout à l'heure. J'ai écarté sur le côté, j'ai ma main en protection. Et maintenant, donc, je vais avancer et venir heurter avec le crâne. Et vous répétez ça. 1, 2. De l'autre côté. 1. J'avance ma jambe. Je frappe. Donc à chaque fois, je commence par ça, ce geste-là. Imaginez par exemple un coup de poing qui vient. Je viens venir l'intercepter. Peut-être le montrer. Je profite d'avoir un partenaire, après tout. Hein. Donc si son poing vient vers moi, je vais bien sûr le dévier. Mais je ne reste pas dans l'axe. Bien sûr, si je reste dans l'axe et que pour une raison ou pour une autre, ça n'a pas fonctionné, je vais me prendre son point. Donc la première chose, c'est que je sors de l'axe. Je sors de l'axe. Donc je fais un pas de côté. Donc déjà, là, je suis en sécurité. Maintenant, je fais la même chose, sauf que j'ai intercepté. Donc je n'ai pas saisi. Ça, on n'a pas besoin de ça. Parce que ça induirait une réaction chez elle. J'ai pas non plus bloqué. Donc elle avance. J'ai un pas en arrière pour avancer. Voilà. Voilà, j'ai juste intercepté et je me suis placé dans un angle propice. J'ai ouvert le flanc. Maintenant, je n'ai plus qu'à avancer et frapper dans cette direction. Donc, elle avance vers moi. Je sors de l'axe, j'intercepte. Je suis en pas vide. Mes hanches, toutes les deux, les aines sont relâchées. Je fais un pas en avant, j'ouvre le flanc et je vais pousser avec ma jambe arrière pour faire le craft. D'accord? Donc dans le vide, c'est pour ça que dans le vide, on commence par ça. Alors tout le monde n'arrive pas à faire ça en général. C'est désynchronisé. Vous voyez, le pas va à gauche et la main à droite. Je fais un pas à gauche. J'avance mon pied et ma main, elle va à droite. L'autre main est en protection du visage, normalement. Donc, ce petit exercice, déjà, n'est pas forcément simple à maîtriser, mais il est important. Encore une fois, le but, c'est je sors de l'axe, je protège mon visage et j'écarte sa main pour ouvrir son flanc. Donc, je peux le faire à droite, à gauche. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de place pour faire cet exercice. Et c'est un exercice intéressant de coordination. Mon intention, attention, mon intention, elle est devant. Il faut vraiment voir que le danger vient de face. Donc pendant tout le temps, mon regard, il est là.
Attention à ne pas tourner le regard d'un côté ou de l'autre. Le danger vient de face. Voilà. Une fois que vous avez maîtrisé ce petit déplacement avec les bras en coordination, la suite, c'est j'avance ma jambe et je viens pousser pour frapper. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Là. Attention à ne pas donner un coup d'épaule en sortant l'épaule. Ce n'est pas comme ça que la technique fonctionne. Le kraut, c'est tout le corps qui, d'un bloc, vient percuter l'adversaire. Donc on est là et j'avance d'un seul bloc. 1 et 2. Vous voyez, sans faire un mouvement d'épaule qui serait en fait beaucoup moins efficace que si tout mon corps d'un bloc vient déranger, vient percuter l'adversaire. Donc 1, 2. 1, 2. 1. Attention à bien être assis ici dans l'aile, parce que n'oubliez pas qu'on doit passer sous son centre et 2. Voilà. Donc ça, c'est une technique, encore une fois, très courante et assez efficace, si on peut dire. On peut voir maintenant comment la placer dans le Trushaw codifié à pas mobile. Donc, encore une fois, on a peut-être, selon les écoles, des façons différentes de procéder. Je peux vous montrer avec Witia comment on le fait en Stitchen. Donc, on risque peut-être de sortir un peu de l'écran, mais disons, là, dans ce Trushaw-là, on fait les cercles. On avance. On fait toujours un peu en avant, un peu en arrière. Donc, c'est les cercles que vous connaissez sûrement. Et là, je vais venir plonger. C'est une technique qu'a montré Fadila ce matin, d'ailleurs. Maintenant, c'est moi qui absorbe. Là, j'accueille. Voilà. Donc, ce n'est pas grave si vous ne connaissez pas ce Trushaw-là. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe ici. Là. Donc là, elle est passée de l'autre côté, mais là, je vais pouvoir placer la technique que je viens de montrer. Donc, c'est à ce moment-là. Là, je plonge. Et là, je vais pouvoir frapper. Donc, je la prends au moment où elle vient vers moi. Donc, si vous ne connaissez pas la routine, peut-être mettre les autres jambes. Voilà. On part de là. Donc, vous pouvez partir de cette posture-là. Vous voyez, j'ai ma jambe droite et sa jambe gauche devant. Elle contrôle mon poignet et mon coude. Et moi, en fait, pour le tirer, et moi, je pourrais ici frapper avec mon épaule. C'est la technique que Fadila a montrée ce matin pour les personnes qui étaient présentes. Sauf que dans la routine, donc, on ne le fait pas. On va maintenant, elle va avancer et moi reculer. Là. Et c'est là que, au lieu de reculer complètement, je m'arrête et je fais la technique que j'ai montrée. J'ouvre son flanc, je passe dessous et je viens frapper. Donc là, il y a un timing intéressant à chercher. Encore une fois, parce que bien sûr, les arts martiaux, le timing et l'angle est très important. Dans l'autre sens, les gens. Voilà. Si je fais ça trop tard, c'est là qu'elle s'est déjà suffisamment avancée.
Là, c'est fini. Elle s'est trop engagée. Si c'est l'inverse, je le fais trop tôt, ben en fait, elle n'est pas encore vers moi, donc je ne vais pas pouvoir bien profiter de son, disons, elle n'est pas encore assez exposée pendant son déplacement. Il y a un moment où, pendant son déplacement, il y a une zone où elle est très fragile. C'est là que je dois faire cette technique. Donc, on parle ici. Là. Là, je suis bien placé. Elle est mal placée. Je n'ai plus qu'à avancer ma jambe et je vais venir frapper avec mon épaule. Donc, il y a un moment où je peux, si on peut dire, la cueillir pendant ce déplacement. C'est un moment de vulnérabilité dans son déplacement. Elle est là, elle avance et à ce moment-là, elle est vulnérable. Là, ça serait trop tard. Là, elle n'est pas encore assez vulnérable, elle est encore assez solide. Mais il y a un moment où elle est presque même sur une jambe. Elle est en train de faire son pas. C'est à ce moment-là que je vais devoir me placer correctement, passer sous son centre et frapper. Donc, c'est vraiment dans le pas mobile qu'on va en fait travailler le timing des techniques. C'est pour ça que c'est important aussi de travailler les Trisho en différentes étapes. On a d'abord les Trisho codifiés, donc d'abord à pas fixe, avec par exemple ce que j'ai montré au début. Et là, on va surtout travailler l'ancrage, le placement du corps, les grilles de la taille, et un petit peu le timing quand même, parce qu'on a vu qu'il y avait un moment dans la technique que j'ai montré au début où il était propice de faire le lu. Mais c'est vraiment dans le pas mobile, je vais pouvoir trouver le bon timing. C'est maintenant que je dois agir, pas avant ni après, et avancer. Voilà. Ensuite, bien sûr, après les touches codifiées, il y a le touche libre, éventuellement les compétitions, les tournois de touche, les combats de touche. Et donc, c'est une transition d'ailleurs pour vous montrer une technique très utilisée cette fois-ci hors touche codifiée dans les compétitions de touche, mais qui reprend une application qu'on a vue tout à l'heure. C'est le cas où je suis, on va dire, elle pousse ici. Et je vais faire la technique de lier. Elle a voulu me déstabiliser, mais ça n'a pas marché, bien heureusement. Donc, elle est là. Je vais en fait la mettre ici dans cette posture et ensuite la vriller, la faire tomber. Donc, c'est assez proche de ce qu'on a vu tout à l'heure en termes de mécanique. C'est le fait que c'est la technique liée, une des 8 techniques dans les BAFA du Tai Chi Chuan. Je pars de cette posture. Donc, en solo, comment travailler ça? D'abord, je dois annihiler sa poussée. Ça, je le fais en faisant un prendre en montant un peu mes coudes. C'est important de faire cette étape-là, parce que sinon, le reste ne marche pas. Donc, je viens faire un prendre ici. Ensuite, je vais percer avec ma main avant, et ma main gauche, elle écarte sur l'arrière. À ce stade, j'ai transféré mon poids sur la jambe avant. Donc, c'est 1, je viens m'asseoir en même temps. Mes coudes montent, mais mon corps descend. C'est le prendre. Ensuite, je viens percer.
je suis en fermeture dans cette direction. Je mets son poids sur ses talons à ce moment-là. Et maintenant, je vais complètement inverser. Je vais vider ma hanche ici, comme on a vu tout à l'heure. Vider ma hanche et inverser mes bras. Le bras qui était en haut, qui était devant, descend. Le bras qui était derrière vient dégager. Avec les mêmes consignes que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que pour que cette technique fonctionne, le biais, il faut que la jambe avant fasse barrage. Si ma jambe avant est molle, flottante, ou qu'elle s'ouvre, bien sûr, dans le pire des cas, je vais tomber en même temps que l'adversaire. Donc, l'étape, c'est vraiment prendre, force d'expansion, que je fais en m'asseyant dans les aines, et mon corps descend. Ce n'est pas mes coudes qui montent vraiment, c'est plutôt mon corps qui descend, et mes coudes font quand même aussi une action de prendre. 2, je viens percer. Et vous voyez, je mets une action dans ce sens. J'amplifie un peu dans ce sens parce que mon but, c'est de l'amener sur ses talons, le poids sur ses talons. Et d'un seul coup, je vais vriller. Je vais m'asseoir dans l'aine et faire la technique liée. 1, 2. Donc, c'est vraiment lié, assez proche de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je remonte avec Weicha. Donc, ça peut être sur une poussée. Je vais ici. Vous voyez, se prendre ici, ça annule ce qu'elle est en train de faire. Maintenant, je vais percer. Vous voyez là, si j'amplifie un peu, elle tombe dans cette direction parce que je mets son poids sur ses talons. Mais je ne veux pas faire ça dans cette technique, je veux juste la déranger un peu. Et après, ce que je vais faire, c'est inverser. Vous voyez, en faisant lier et en barrant avec ma jambe. 1. Voilà, ensuite je fais la technique. Donc 1. Vous voyez des spirales aussi dans ce mouvement. Je ne monte pas simplement du coude de façon linéaire, mais il y a des spirales en même temps que je monte. 2, je perce. Je déplace un peu son poids sur ses talons. 3, je vais vider en faisant barrage avec ma jambe. Donc, attention, je vois un peu, j'ai des petites miniatures qui me permettent de voir certaines personnes. Ce qu'il est vraiment important de faire dans cette technique, c'est que je ne veux pas juste faire ça avec mes bras ou ma ceinture scapulaire. Ce qu'il est important de faire pour que ça fonctionne, c'est de s'asseoir. Ici, vraiment de s'asseoir. Et mon genou ne bouge pas. Je ne suis pas en train de m'asseoir en pliant mon genou, en avançant mon genou. Ça c'est prohibé. Je vais m'asseoir en m'asseyant dans l'aine, en détendant l'aine. Et il faut vraiment s'asseoir. Souvent, quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'on n'est pas suffisamment assis dans l'aine. Il faut vraiment descendre beaucoup. 1, 2, je perce. Je descends beaucoup. Plus je descends en bas, en réalité, plus ça va fonctionner. Parce que l'adversaire est attiré dans un vide vers le bas et sur le côté. Donc attention à ne pas juste faire des mouvements de la ceinture scapulaire. Ça ne va pas fonctionner. Donc vraiment, j'insiste encore, 1, 2, et je descends vraiment vers le sol, en tournant ma taille, sans oublier de faire barrage avec ma jambe. Donc ça, c'est une technique extrêmement utilisée en compétition.
de Truchot. Et on peut même la trouver dans une variante que je vais vous montrer, un peu différente. C'est que là, jusqu'à présent, ce que je faisais, on est en situation de Truchot, je venais attaquer sa jambe avant avec ma jambe avant. Okay. Maintenant, ce que je peux faire, c'est venir ma jambe arrière, attaquer sa jambe avant. Et ensuite, je fais la même technique. Donc, je vais juste la refaire une fois, mais pour pas trop embêter Weitia. Au lieu de venir attaquer avec ma jambe avant, je vais venir attaquer avec ma jambe arrière. Mais ensuite, la suite, c'est la même chose. Je vais vider, m'asseoir dans l'aine ici. Ah. Merci. Donc, c'est la même technique, sauf que dans un cas, on avance notre jambe avant et bam, on projette. Dans l'autre cas, je vais avancer ma jambe arrière, mais je fais la même technique d'assise dans l'aine droite. Dans les deux cas, la posture finale est la même. Vous voyez? Dans le premier cas, je m'assieds dans l'aine droite. Dans le deuxième cas, je m'avance et je m'assieds encore dans l'aine droite. Je ne suis pas dans le bon axe pour le montrer, mais je vais changer un peu d'axe. Dans le premier cas, je m'assieds dans l'aine droite. J'ai attaqué avec ma jambe avant. Dans l'autre cas, je fais un pas de déplacement et à nouveau, je me retrouve dans la même posture finale que tout à l'heure. Et donc, ce qu'on voit bien ici, c'est le message un peu à retenir, c'est que le Truchot, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas simplement le haut du corps qui fait des mouvements avec les bras, ou même la taille qui absorbe ou qui redirige, c'est aussi beaucoup comment, avec mes jambes, je vais venir ébranler la structure du partenaire. C'est vraiment la base de son édifice. Si j'arrive à ébranler cette base, alors le reste est plus facile. Mais si je n'ai pas pris soin de venir attaquer sa base, alors je pourrais faire toutes les techniques en haut que je veux. S'il est bien enraciné, ça ne va pas fonctionner. Et l'autre chose qu'on a vue, c'est la question de l'angle et du timing. Les techniques, encore une fois, que j'ai montrées ne fonctionneront pas si vous ne les faites pas au bon moment. C'est le kairos en grec, le moment décisif, et dans le bon angle. En chinois, je crois que c'est dans l'art de la guerre de Sun Tzu, on explique qu'on doit attaquer les faiblesses de l'adversaire avec ses propres forces. Donc même si on est moins fort numériquement, par exemple, ou physiquement, mais quand on s'est mis dans une situation propice, c'est-à-dire pour nous, dans un bon angle, qui fait que je n'aurai pas besoin de beaucoup de force pour le déranger, alors la technique aura des chances de fonctionner. Sinon, on est dans un affrontement frontal, force contre force, et c'est le plus fort qui l'emporte. Donc nous, bien sûr, en Taichi-Chuan, on veut éviter ça. Mais ça n'implique pas qu'on est mou et complètement relâché et vide. Non, on peut être très fort, très ancré, très enraciné. Simplement, ce qu'on a fait en amont, c'est préparer le moment décisif, se mettre dans l'angle propice qui va faire que la technique fonctionne. Voilà, je pense un peu avoir résumé ce qu'on a vu dans cet atelier. On peut peut-être dès maintenant ouvrir
la partie de questions-réponses. Ça m'intéresserait d'avoir aussi vos questions pour voir comment on peut rebondir dessus et apporter des précisions. Donc, est-ce que quelqu'un... Je vous laisse lever la main si vous souhaitez prendre la parole ou alors utiliser l'onglet chat en bas de l'écran si vous préférez écrire votre question. N'hésitez pas. Ça permettra de repréciser. Alors, Kamel nous demande, lorsque je m'assois sur le quoi, je m'appuie aussi sur mes lombaires? Alors, en fait, ce qui est effectivement important, c'est quand on parle d'ancienne, de cette zone, c'est qu'effectivement, ce n'est pas que le ventre, mais aussi la région des lombaires, et notamment Mingmen, le point Mingmen qui est derrière ici. Donc, je dois être plein à la fois devant, mais aussi derrière. Je ne peux pas être cambré. Mais si en fait, je m'assois dans les coins en étant, on ne voit pas vraiment beaucoup, mais en étant cambré, je ne vais pas pouvoir faire cette technique de façon efficace. Il faut qu'au contraire, je vienne, mon sacrum descende vers le sol et que le bas du dos finalement soit bien rempli. Hein, dans la phase d'absorption que j'ai expliqué tout à l'heure, non seulement mes ailes sont détendues, mon ventre est plein, mais derrière, je ne suis pas cambré, le bas de mon dos est rempli, le sacrum descend vers le sol. Donc, et bien sûr, c'est la même chose ici. Quand je fais des techniques, je ne peux pas être cambré. Je dois vraiment être bien rempli, aussi bien devant que derrière, le ventre que la région de Mingmen. Merci Rodolphe. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Alors, je regarde. Pour le moment, non. N'hésitez pas, ça va me permettre de... Alors, il y a Christophe qui lève la main, donc je lui passe. Oui, bonjour Christophe. Bonjour Rodolphe, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des spirales osseuses au niveau des avant-bras dans le travail? Oui. Donc effectivement, par exemple, quand on fait un lu ici, quand on tire ici, on va en fait, par exemple si elle me pousse, même on peut faire sur cet exercice-là, j'ai expliqué que ce n'était pas simplement le bras qui déviait, que c'était de l'aine, mais aussi il y a une spirale. Et là, plutôt une spirale dans ce sens. C'est-à-dire qu'elle me pousse, je vais bouger ma taille et ma main, ici, va passer en supination, par exemple. C'est un exemple. C'est-à-dire, je ne dévie pas comme ça. D'ailleurs, là, je suis un peu gêné parce qu'elle continue. Là, elle est en train de me saisir. Normalement, on ne saisit pas dans le truchot, mais c'est bien qu'elle le fasse. Ça permet d'expliquer. Je vais le faire en vrillant ce qui l'a fait lâcher. Donc, là, je fais cette spirale-là. Et là, à l'inverse, là, il y a aussi une spirale. Je ne pousse pas en ligne droite. Ma main tourne. Et ensuite, là, donc j'ai montré qu'en spirale, et la paume passe en supination. Et la main, l'humérus, tourne au moment où je fais ma déviation. Donc, c'est un exemple de spirale. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure aussi dans la technique. Je suis là. Je vais aussi spiraler en faisant tourner mes mains. Je ne monte pas simplement mes bras comme ça, mais je les monte en tournant. Ce qui me permet ensuite après de percer
ici. Et souvent, les spirales permettent de se libérer ici des saisies. Si elle me saisit, ici, je vais en spiralant. Je mets son coude dans une situation propice aussi. Et si je ne l'ai pas fait, son coude est encore bien protégé. Maintenant, je vais tourner. Et là, j'ai juste à faire ça, par exemple. Donc, effectivement, il y a tout un tas de spirales. Mais c'est une question intéressante parce que souvent, on parle des bras, mais, comme là, je viens de le faire, mais les jambes aussi font des spirales. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Ici, vous voyez, il y a une spirale, une force hélicoïdale qui descend. Je ne vais pas simplement faire barrage en faisant une translation de ma jambe, mais je descends en spiralant. Justement, Rodolphe, il y a une question. Si on pense à pousser le haut de la jambe vers l'intérieur, ne risque-t-on pas de rentrer le genou? Tu peux me le répéter, s'il te plaît? Si on pense à pousser le haut de la jambe vers l'intérieur, Ouais. ne risque-t-on pas de rentrer le genou? Alors, rentrer le genou dans le sens, je ne sais pas si c'est ça le problème, mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est de perdre l'alignement entre la hanche, le genou et la cheville. C'est ça ma question. Voilà. C'était bien ça ma question. D'accord. Parce qu'effectivement, si on prend une posture, ça permet d'expliquer aussi dans les postures Ouais. comment on se place. On Il- ne veut pas que les genoux s'écartent sur l'extérieur. On ne veut pas non plus que ce genou, ou même celui-là, vienne ployer à l'intérieur, ce qui serait très néfaste pour l'articulation. Donc, c'est plutôt, je garde l'alignement, simplement, je mets plus de force sur le bord interne de mon pied et je viens percuter. Mais mon alignement hanche, genou, pied n'est pas compromis par ça. Je ne suis pas en train de créer une brisure dans cet alignement. Je viens tourner, mais je ne mets pas en danger mon genou quand je fais ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que je viens percuter l'intérieur. Merci Rodolphe. Alors, une autre question. Comment se distingue au niveau pédagogique la réalisation d'une application martiale entre appât fixe ou appât mobile? Je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre, mais ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est appât fixe, ça nous apprend à bien vérifier sa structure, les mécanismes de vrille de la taille, des spirales, mais ce n'est pas suffisant. Et parfois, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais il y a des compétitions de trichou à pas fixe qui, moi, me gênent quand je vois, donc je le dis quand même, hein, vous en faites ce que vous voulez, mais quand je vois, il ne faut absolument pas bouger les pieds dans ces compétitions-là, alors je vais me mettre dans des situations pas possibles. Ok, je n'ai pas bougé mes pieds, mais en réalité, bien sûr, ça n'a pas de sens. Martialement, c'est un non-sens. Je me mets en péril en faisant ça, donc c'est pour ça que tout doit se faire en déplacement. Et en réalité, même s'il est intéressant d'ancrer les pieds pour travailler l'ancrage, l'absorption de la taille, de la poitrine, après, bien sûr, il faut travailler les déplacements. J'ai montré tout à l'heure, sortir de l'axe et préparer une technique. Donc, c'est important d'un point de vue martial de faire ça. Et j'ai aussi parlé du timing. Le timing, quand on recule et que là, c'est le moment propice pour agir. Si je ne travaille pas les touches de déplacement et que je me cantonne à du pas fixe, je n'ai pas ce paramètre-là, ou très peu. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais n'hésitez pas à repréciser si ce n'était pas ça le thème. Ok.
Donc, bien sûr, d'un point de vue pédagogique, c'est logique au départ de commencer par le pas fixe, mais il y a une progression. En style chain, on a une progression assez bien tracée, assez bien codifiée. Donc là, j'ai montré un exercice à pas fixe, mais il y a les cercles à deux mains, il y a les quatre portes, tout ça à pas fixe. Et après, on passe au déplacement. Et je peux même montrer, si vous voyez déjà, si vous voulez bien encore. Donc, on a montré tout à l'heure en déplacement cette routine. Là, cette routine-là, en déplacement, qui est classique du style chain. Mais après, si tu te souviens, on peut faire un déplacement complètement libre. On tourne en fait. Là, les déplacements sont libres. Et ça permet aussi de travailler le timing, le moment où on va encore une fois placer des techniques. Et donc, c'est l'étape d'après, ce qu'on a montré. C'est les déplacements libres. Et pour finir, bien sûr, le touchou complètement libre, sans codification. Il y a Kamel qui lève la main. Ouais. Moi, je voulais revenir sur les différentes techniques de pousser et de tirer, avec les dernières techniques que tu as montrées, là, la variante. À chaque fois, tu as parlé comment dire, des rotations et des mouvements circulaires des articulations, mais à chaque fois, il y a bien un mouvement circulaire qui est dessiné par le bras. Je sais pas, à chaque fois, que ce soit le bras avant ou le bras arrière, Ouais. il y a des dessins qui sont dessinés vers le haut, vers le bas, de haut. Ouais. C'est bien ça. Tout à Que fait, ce soit ouais. pour dévier. Voilà, pour dévier effectivement un arc, hein, ça fait un arc. Ça peut même me permettre de montrer une autre application intéressante. C'est en fait le moment où je vais faire un arc ici pour renvoyer. Donc là, je vais justement faire un grand cercle, waouh, pour la renvoyer vers moi. Donc là, pour le coup, c'est très très manifeste dans cette technique, c'est le Huaijin, une énergie où on retourne la force. Et effectivement, on ne la retourne pas de façon linéaire, on la retourne en faisant un cercle. Parce qu'évidemment, ça permet de transformer beaucoup plus efficacement que si je le fais de façon frontale. Là, je passe par un cercle pour bien rediriger sa force. Donc effectivement, il y a des cercles partout, et dans la technique que j'ai montrée tout à l'heure, là aussi, on voit bien les cercles. La main ici dessine un cercle et descend en âme. On appuie vers le bas. L'autre main dessine aussi un cercle pour dégager. Là. Et ça fait comme un volant. Donc effectivement, là aussi, il y a des... Enfin, je ne sais pas si c'est ça la question. Mais... Si, c'est ça la question. Si, ça. Voilà. Merci. Tout à fait. Je crois qu'il y avait aussi d'autres questions. Christophe, je crois. Oui, une autre question de Christophe qui lève la main. Non, j'avais laissé la main levée, mais très intéressant. On pourrait converser, échanger longtemps. Voilà. Voilà, on ne va pas se lancer dans un débat. Non, c'est super. Hein, merci beaucoup. C'est très riche. Hein, très riche. Hein. Voilà, on s'amuse bien. Voilà, avec les copains. Est-ce que de quoi? Oui, intéressant. Oui, tout à l'heure, une question était sur le risque de laisser filer le genou trop vers l'intérieur, et tu parlais des spirales. Ne travaillez-vous pas une spirale remontante justement pour solidifier le genou et le lier au gros orteil, éviter justement l'affaissement du genou vers l'intérieur? Tu vois ce que je veux dire? Là, ici. Donc, sur le mouvement, donc le risque, on fait cette technique-là pour éviter d'affaisser le genou. Attends, Christophe, je vais te mettre en vidéo qu'on puisse te voir, toi. Parce que, bien sûr. Donc, quand tu travailles ce genou qui file vers l'intérieur, pour éviter l'affaissement, en fait, une spirale remontante, est-ce que vous travaillez les spirales remontantes pour veiller justement à solidifier le genou, le placement? Tu vois? Éviter l'affaissement.
Je rajoute associé à une ouverture du bassin, parce que les spirales au niveau osseux, au niveau du fémur, en fait, ça a pour un effet justement d'ouvrir le bassin et de solidifier le tronc et travailler ces spirales-là. Alors, est-ce que dans le tilt chain, est-ce que vous travaillez ça? Alors, je ne sais pas, alors, déjà dans la technique, on n'a pas vraiment d'affaissement. Comme j'ai dit, ce n'est pas un affaissement, dans le sens où le genou ne s'écroule pas vers l'intérieur. Mais vous voyez, c'est une technique, ici, vous voyez, c'est très efficace comme technique. Ça ne peut pas être remontant, ça doit descendre. Bam. Et ça fait L'augmentation de son bassin. Tout à fait, oui, complètement. Et ça fait, et même si on le fait vraiment, c'est douloureux parce que la pointe du coude, du genou, vient bam, porter l'intérieur de la cuisse. Donc ça descend et ça attaque vers l'intérieur. Donc je ne pense pas que ça puisse être remontant. Il y a d'autres techniques où on peut faire des remontant. Mais là, le but, c'est vraiment de taper dans sa structure En pédagogique. pour la faire céder. Rotation. Donc c'est bam, je viens, non seulement je tourne, mais je descends. Et je viens descendre pour attaquer en piqué. Là, c'était pour rebondir sur la question qui faisait que le genou avait tendance parfois à tomber quand on développe la méthode, hein, évidemment, quand on apprend la méthode. Hein. Mais je comprends bien. Merci, merci Rodolphe. Alors après, ça me permet de conclure aussi sur le fait, bien sûr, que c'est un rappel, bien sûr, mais c'est une évidence. Mais tout ce qu'on a vu là s'applique dans les formes. Il n'y a pas de différence entre le Twisho et les formes codifiées. Et c'est le Tai Chi qui forme un tout. Et on est dans un système. Tous les critères sont satisfaits, que ce soit en Twisho ou dans les formes. Donc c'est pour ça qu'on n'a jamais, même si on prend le début de l'enchaînement, on n'a pas les genoux qui viennent sortir comme ça, avec les pieds qui décrochent sur l'intérieur. On n'a pas les genoux qui viennent s'écrouler. Ça, justement, on est d'accord qu'il faut l'éviter. Et ce n'est pas ce que j'ai montré dans l'application. Mais on a quand même plus de force sur l'intérieur du pied. L'alignement hanche, genou, cheville est respecté, mais on a une force de fermeture ici. On n'est pas flottant, on a une force de fermeture. Et donc là, quand on le fait dans cet esprit-là, c'est la même chose. Le genou ne s'écroule pas, mais parfois, dans certaines techniques, on a besoin d'exprimer une force de fermeture. Voilà. Merci Rodolphe. Merci. Remerciements sur le chat. Donc, avec plaisir. Je vais les lire juste avant qu'on finisse. Je voulais remercier tout le copil de Twisho Interstier et particulièrement Christophe qui nous a motivés à faire cette version en ligne. Et puis remercier aussi tous les enseignants qui sont là aujourd'hui. Et puis remercier aussi vous tous qui vous êtes connectés aujourd'hui, même avec ce beau temps dehors. Voilà, je crois qu'on va finir la journée comme ça. Merci à toi aussi, Alice. Merci Alice pour tout le travail de coordination formidable. Merci à tous, merci Rodolphe, merci Waïcha et à la prochaine, au plaisir en présentiel. On espère.